En octobre 2025, une donnée publiée dans les tableaux mensuels du département du Trésor américain a confirmé un basculement silencieux mais historique. Les avoirs chinois en bons du Trésor des États-Unis sont tombés à un niveau proche de 700 milliards de dollars, leur point le plus bas depuis l'année 2008. Ce chiffre n'est ni une estimation ni une extrapolation. Il s'agit d'une donnée officielle publiée dans la série Treasury International Capital, qui recense les positions étrangères en titres financiers américains, comparées au pic atteint en novembre 2013. Période durant laquelle la Chine détenait plus de 1300 milliards de dollars de dette américaine. Cela représente une réduction proche de la moitié, soit plusieurs centaines de milliards de dollars retirés du financement du déficit fédéral américain en un peu plus de 10 années. Ce mouvement n'est ni soudain ni accidentel. Il ne correspond pas à une crise ponctuelle ni à un événement unique. Il s'inscrit dans une trajectoire longue, mesurable et continue, amorcée au milieu des années 2010 et accélérée par étapes successives. En 2015, les avoirs chinois dépassaient encore largement le seuil des 1200 milliards de dollars. En 2018, au moment de l'escalade commerciale entre Washington et Pékin, ils étaient redescendus autour de 1080 milliards. En 2020, après les premières vagues de la pandémie mondiale et les plans de relance budgétaire massifs adoptés aux États-Unis, ils se situaient autour de 1050 milliards. En 2022, à la suite du gel des réserves russes, le montant passe sous la barre symbolique du millier de milliards. En 2024, il franchit à la baisse le seuil des 800 milliards. En 2025, il atteint son point le plus bas depuis 17 ans. Ce désengagement progressif doit être replacé dans son contexte structurel initial. Pendant plus de 2 décennies, la Chine a accumulé des bons du Trésor américain, non par choix idéologique, mais par contrainte macroéconomique. À partir de son entrée à l'Organisation mondiale du commerce au début des années 2000, la Chine enregistre des excédents commerciaux massifs et continus avec les États-Unis. Ces excédents se traduisent en fait par une accumulation rapide de dollars dans les comptes de la Banque centrale chinoise. Or, à l'échelle mondiale, très peu de marchés financiers étaient incapables d'absorber plusieurs centaines de milliards de dollars de réserves tout en offrant une liquidité immédiate, une profondeur suffisante et un risque perçu comme faible. Le marché obligataire américain était de très loin le seul à remplir ces critères. Entre le début des années 2000 et le début des années 2010, ce mécanisme fonctionne sans friction majeure. Les États-Unis financent leurs déficits extérieurs et budgétaires à un coût relativement faible. La Chine recycle ses excédents commerciaux en achetant de la dette américaine, stabilise son taux de change et soutient son modèle de croissance exportatrice. Ce système permet aux États-Unis de maintenir des déficits commerciaux chroniques sans ajustement brutal de leur balance des paiements, et à la Chine d'éviter une appréciation trop rapide de sa monnaie. Mais cette architecture repose sur une hypothèse centrale rarement remise en question à l'époque, la neutralité politique et juridique des actifs libellés en dollars. Cette hypothèse commence à se fissurer bien avant 2022. Dès 2014, après l'annexion de la Crimée par la Russie et les premières sanctions financières occidentales, plusieurs banques centrales commencent à évoquer ouvertement la notion de risque de juridiction. Un actif libellé en dollars reste soumis au droit américain, quelle que soit sa localisation géographique ou comptable. Cette réalité juridique, longtemps théorique, devient concrète en février 2022 lorsque les États-Unis et leurs alliés décident de geler environ 300 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale russe. Pour la première fois dans l'histoire financière moderne, des réserves souveraines d'une grande puissance sont neutralisées à une telle échelle. À partir de ce moment, le raisonnement change de nature. Pour Pékin, la question n'est plus idéologique mais strictement mathématique. Détenir entre 800 milliards et près d'1 millier de milliards de dollars d'actifs sous juridiction d'un pays qui vous désigne officiellement comme son principal rival stratégique constitue une vulnérabilité systémique. Les documents stratégiques, publiés par le Pentagone depuis la fin des années 2010, identifient explicitement la Chine comme le défi systémique central pour la sécurité nationale américaine. Les restrictions technologiques imposées sur les semi-conducteurs au début des années 2020, les contrôles à l'exportation ainsi que le renforcement des alliances militaires en Asie-Pacifique confirment cette trajectoire de rivalité structurelle. Dans ce contexte, la réduction des avoirs en bons du Trésor ne relève pas d'une logique de confrontation financière directe. Il s'agit d'une stratégie de réduction du risque. La Chine ne procède pas à une vente massive et désordonnée. Elle n'inonde pas le marché, ce qui ferait chuter la valeur des titres restants et provoquerait une instabilité financière globale dont elle subirait elle-même les conséquences. Elle réduit ses positions de manière graduelle, étalée sur plus d'une décennie précisément, pour limiter l'impact sur les marchés. Entre 2013 et 2025, la baisse moyenne annuelle se situe autour de plusieurs dizaines de milliards de dollars, avec des accélérations ponctuelles liées à des événements géopolitiques précis.
Parallèlement, les données du Fonds monétaire international montrent une évolution cohérente des réserves mondiales. La part du dollar dans les réserves officielles est passée de plus de 2/3 au début des années 2000 à un niveau proche de 3/5 au milieu des années 2020. Cette baisse ne signifie pas la disparition du dollar comme monnaie de réserve, mais une diversification progressive. L'euro, le yuan, l'or et d'autres actifs gagnent marginalement en importance, non par idéologie mais par gestion prudente du risque. L'or joue un rôle central dans cette reconfiguration. Selon les données agrégées des banques centrales, les achats nets d'or ont dépassé le seuil symbolique du millier de tonnes au début des années 2020, un niveau inédit depuis les années 60, et se sont maintenus à un niveau comparable les années suivantes. La Chine, sans publier de chiffres exhaustifs et détaillés, a officiellement annoncé plusieurs augmentations de ses réserves d'or depuis le début de la décennie. L'or présente un avantage structurel déterminant, il n'est la dette de personne, ne dépend d'aucun système de paiement et ne peut pas être gelé par une décision administrative étrangère. En parallèle, Pékin développe depuis plusieurs années des infrastructures financières alternatives. Le système de paiement interbancaire transfrontalier chinois, lancé au milieu des années 2010, traite désormais plusieurs milliers de milliards de dollars d'équivalent en flux annuel. Son utilisation reste minoritaire à l'échelle mondiale, mais progresse régulièrement, notamment dans les règlements en yuan entre pays partenaires. Les accords de swap de devises signés avec des dizaines de banques centrales depuis les années 2010 permettent de régler une partie des échanges commerciaux sans passer par le dollar. Ces mécanismes ne remplacent pas le système dominant SWIFT, mais ils réduisent la dépendance exclusive à celui-ci. Pour les États-Unis, les implications sont principalement internes. Au milieu des années 2020, la dette fédérale dépasse largement le seuil des 35 000 milliards de dollars. Les paiements d'intérêts annuels franchissent aussi celui de plusieurs centaines de milliards, devenant l'un des premiers postes budgétaires du pays, devant de nombreuses dépenses sociales. Lorsque les acheteurs étrangers et traditionnels ralentissent leurs achats, le Trésor américain doit s'appuyer davantage sur les investisseurs domestiques et sur la Banque centrale. Entre le début et le milieu de la décennie, la Réserve fédérale a absorbé plusieurs milliers de milliards de dollars de dette publique, faisant passer la taille de son bilan de moins de 4 000 milliards à plus de 9 000 milliards de dollars à son point culminant. Cette monétisation massive a contribué à l'épisode inflationniste le plus marqué depuis plus de 40 ans. Entre le début et le milieu des années 2020, l'inflation cumulée dépasse nettement le seuil des 15%, avec des hausses particulièrement élevées sur l'alimentation, l'énergie et le logement. Les salaires réels stagnent ou reculent pour une large partie de la population. Ce lien entre financement du déficit, création monétaire et pouvoir d'achat n'est pas théorique. Il est observable dans les données macroéconomiques et budgétaires. Il serait cependant erroné d'interpréter la baisse des avoirs chinois comme un effondrement imminent du dollar. Le dollar reste la principale monnaie de réserve mondiale, la principale devise de facturation du commerce international et le pilier des marchés financiers globaux. Mais le changement est qualitatif. Le monde ne cherche plus à concentrer ses réserves dans un seul actif, une seule monnaie et une seule juridiction. Ce mouvement est observable au-delà de la Chine. Le Japon, premier détenteur étranger de dette américaine, a lui aussi réduit ses positions par rapport à ses pics historiques. L'Arabie saoudite a commencé à régler une partie de ses échanges énergétiques en monnaie autre que le dollar. Le Brésil, l'Inde et d'autres économies émergentes multiplient les accords bilatéraux en monnaie locale. Aucun de ces accords ne bouleverse le système à lui seul, mais leur accumulation modifie progressivement l'équilibre global. Ce qui se joue depuis une dizaine d'années n'est donc pas une attaque frontale contre les États-Unis, mais une reconfiguration du risque à l'échelle mondiale. La Chine accepte de renoncer à une partie du rendement et de la liquidité offerts par les bons du Trésor pour réduire une vulnérabilité stratégique. Les États-Unis, de leur côté, doivent financer une dette croissante dans un environnement où la demande étrangère n'est plus acquise automatiquement. La dynamique est lente, cumulative et structurelle. Elle ne produit pas un choc spectaculaire, unique, mais une transformation graduelle de l'ordre financier mondial. Les chiffres du milieu des années 2020 ne marquent pas une fin, mais une étape. Ils indiquent que le système fondé sur une dépendance quasi exclusive au dollar cède, non par idéologie ou par rupture brutale, mais par pragmatisme stratégique. Et une fois que cette logique s'installe durablement dans les décisions des banques centrales, elle devient extrêmement difficile à inverser. Ce que révèlent ces évolutions n'est pas une rupture brutale, mais une inflexion stratégique profonde. La baisse des avoirs chinois en bons du Trésor américain traduit une gestion du risque devenue centrale dans les décisions des grandes banques centrales à mesure que les actifs financiers se politisent. Le dollar conserve son rôle dominant, mais il n'est
plus perçue comme une évidence indiscutable. La Chine n'a pas cherché à provoquer un choc. Elle a ajusté son exposition dans un environnement où les considérations juridiques, géopolitiques et budgétaires pèsent désormais autant que le rendement financier. Cette évolution ne signe pas la fin de l'ordre monétaire existant, mais elle en révèle les limites structurelles et annonce un monde financier plus fragmenté, plus prudent et durablement moins dépendant d'un seul centre de gravité. Au-delà des chiffres, cette évolution met en lumière une transformation silencieuse du système financier international. Les décisions de la Chine s'inscrivent dans un mouvement plus large de diversification des réserves où la liquidité n'est plus le seul critère déterminant. La capacité d'un État à sécuriser ses actifs face aux risques politiques et juridiques devient un paramètre central. Dans ce contexte, la réduction progressive des bons du Trésor américain apparaît moins comme un geste de défi que comme une adaptation rationnelle à un environnement devenu plus incertain. Ce glissement progressif ne renverse pas l'équilibre mondial à court terme, mais il en modifie durablement les fondations en réduisant la centralité automatique du dollar dans les choix stratégiques des grandes puissances économiques.